Dimanche 25 novembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que comme chaque dimanche, nous recevons un invité sur ce plateau. Ce soir, il s'agit de M. Sidikou Moussa. Il est coordonnateur de l'ONG EPAD Niger, par ailleurs également président de la coalition nigérienne de défense des droits des enfants. Monsieur le coordonnateur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Avec vous, nous allons parler ce soir de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, mais aussi de la situation de l'enlèvement des jeunes filles hier au niveau de la localité de Toumour. Rendez-vous donc dans quelques instants. Oranger le monde, écoutez-moi aussi, c'est donc aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle est célébrée chaque 25 novembre de l'année. Elle lance ainsi la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, une campagne qui a été lancée, c'est un rappel, en 1991 et qui va s'étaler donc jusqu'au 10 décembre prochain, c'est-à-dire le jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Nous allons vous proposer à cet égard un reportage sur la situation des violences faites aux femmes dans notre pays à travers le témoignage de la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales, Madame Mariama Moussa. C'est un reportage signé Ibrahim Abdou Tikiré et Ibrahim Abdou. Cette journée du 25 novembre est une occasion pour les activistes de l'élimination de la violence faite aux femmes de faire l'état des lieux du phénomène. Mariama Moussa, présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de violences familiales, en fait partie. C'est pour vraiment inciter les gens à dire non à la violence et à mettre fin aux violences faites aux femmes. Ce genre de violence constitue une violation des droits humains, mais force est de constater que des progrès ont été enregistrés car le silence est en train d'être brisé par les femmes. Il y a eu des avancées significatives parce qu'il y a 10 ans de cela, c'était vraiment un sujet tabou au Niger. On n'en parle pas. Mais nos actions de sensibilisation ont permis vraiment un éveil de conscience de la part de la population nigérienne. Parce que Dieu seul sait le nombre de séances de sensibilisation qu'on a eu à mener sur le territoire nigérien pour que la population puisse prendre conscience de l'existence du phénomène. C'est surtout ça, ses causes, ses conséquences et comment lutter contre les violences à l'égard des femmes. Et selon une étude même diligentée en 2010 par l'Institut national de la statistique, 43% des femmes sont violentées au Niger. Il s'agit là de la violence physique. 28% des femmes ont subi la violence sexuelle. 17% des femmes ont vécu la violence psychologique. Et plus de 4% des femmes sont victimes de violences culturelles. Et quand on parle de violences culturelles, il s'agit des mutilations génitales féminines, tout ce qui concerne les pratiques traditionnelles néfastes, dont le mariage précoce et ou forcé. Et vous savez qu'en matière de mariage précoce, le Niger enregistre le plus fort taux en Afrique subsaharienne. À l'instar de la journée du 25 novembre, plusieurs journées commémoratives sont sur le programme de la campagne internationale des 16 jours d'activisme de violence faite aux femmes. Alors, monsieur le coordinateur, votre structure EPAD Niger, donc École Action, Parrainage et Développement, mais aussi la CONID, la Coalition nigérienne des droits des enfants, vous intervenez sur cette thématique aussi des violences, on imagine, puisque vous défendez les droits des enfants et les droits des enfants. Donc, cette année, le thème, comme je l'ai dit, on va dire depuis quelques années, c'est le thème Oranger le monde, écoutez-moi aussi, pour ces 16 jours d'activisme. Aujourd'hui, quel est votre regard en tant que structure qui promet les droits des enfants, donc le droit des jeunes filles par ricochet? Quel est votre regard sur la situation des violences qui sont faites aux femmes et surtout aux jeunes filles? Merci bien. Je voudrais d'abord remercier en tout cas le groupe de presse Labari pour l'occasion en tout cas qu'il nous offre pour pouvoir en tout cas nous exprimer
en ce jour 25 novembre 2018, donc correspondant à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais peut-être avant de répondre à votre question, vous me permettez en tout cas d'avoir une pensée aux 39 femmes et filles enlevées de Ngalewa, oui, mais également aux 16 filles qui ont été enlevées tout récemment, près en tout cas du village de Toumour. Oui, on va en parler. Alors, ceci étant, comme vous le savez, les violences faites aux femmes, mais beaucoup plus aux jeunes filles, qui sont quand même notre cible, constituent de nos jours, en tout cas, une véritable préoccupation en termes donc de défis sur la question des droits humains. Les violences constituent pratiquement, en tout cas, les défis majeurs en termes, en tout cas, d'abus aujourd'hui dans notre pays. Et je m'en vais pour preuve, en tout cas, la problématique du mariage des enfants, comme cela a été dit tantôt dans le reportage. Le Niger est le pays, en tout cas sur les 20 pays au monde, qui a le taux le plus élevé de mariage d'enfants. Et vous savez très bien que quand on parle de mariage d'enfants, on ne parle pas de consentement, on parle souvent donc de mariage forcé. Et ça, c'est une des typologies, en tout cas, des violences qui sont faites aux enfants, ou en tout cas aux femmes, j'allais dire. Et très malheureusement, les 116% même, c'est un taux national. Quand vous allez, par exemple, plus profondément, au niveau, par exemple, de la région de Maradi, on est à 89%. Au niveau de la région de Zender, on est à 87%. Et vous conviendrez avec moi que quand vous donnez une fille en mariage contre son gré, de manière non consentante, naturellement, cela a des effets sur d'abord sa santé, mais également des effets aussi sur son droit fondamental à l'éducation. Vous voyez aujourd'hui un des défis que nous avons au Niger, c'est le défi par exemple du maintien de la fille dans le système éducatif, mais également sa protection. Or, comme nous l'avons toujours dit, nous aurions voulu quand même qu'il y ait un projet de loi, mais en lieu et place, les autorités actuelles avaient pris donc un décret protégeant et soutenant la jeune fille en cours de scolarité. Nous pensons que c'est une avancée, mais je pense que nous devrons également revoir notre législation pour que effectivement ces violences qui sont exercées par les femmes et surtout sur les jeunes filles soient sévèrement sanctionnées. Et comme je l'ai dit tantôt, vous avez par exemple, selon en tout cas les statistiques, des défis majeurs qui se posent à notre pays, selon par exemple l'analyse de la situation de la femme et de l'enfant. C'est cette persistance des abus et des violences à l'endroit des enfants, mais plus précisément à l'endroit en tout cas de la jeune fille. Alors, vous en tant que structure, on va dire, de la société civile, quelles sont vos actions que vous entreprenez justement auprès des autorités pour que effectivement cette situation de violence à l'égard des jeunes filles, à l'égard des femmes de façon générale s'améliore? Alors, la première action, de par notre rôle en tant que structure de la société civile, c'est d'abord un rôle de veille, un rôle d'interpellation. Nous avons, en tout cas à toutes les occasions que nous avons, essayer en tout cas d'interpeller les pouvoirs publics par rapport à leur engagement. Je rappelle ici que notre constitution dit que la personne humaine est sacrée et que l'article 12 parle d'ailleurs que l'État veille à l'élimination de toutes les formes de discrimination, précisément à l'endroit de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Et que dans toutes les politiques, le Niger devrait en tout cas prendre des mesures pour veiller à ce que ces trois tranches-là puissent en tout cas être au même pied d'égalité. Or, il se trouve malheureusement qu'il y a une sorte de discrimination qui est faite donc à l'endroit donc de ces femmes-là, j'allais dire de la petite fille. Alors, notre première action, c'est d'abord dans le cadre par exemple de l'élaboration des rapports complémentaires ou alternatifs que nous adressons au niveau du Comité international des droits de l'enfant de Genève ou à celui par exemple d'Addis, dans lequel effectivement nous dressons la situation réelle des droits de l'enfant du Niger suite à la présentation donc du rapport de l'État. Et le 11 octobre dernier, au moment où nous célébrions la Journée internationale de la jeune fille, le Comité international des droits de l'enfant a effectivement adressé des observations, c'est-à-dire des recommandations à l'État du Niger. Et au nombre de ces recommandations, il y a les mesures à prendre pour effectivement rehausser l'âge du mariage. Je précise ici, à toute fin utile, que l'article 144 du Code civil du Niger a créé de manière consciente une discrimination
entre les filles et les garçons en maintenant l'âge du mariage pour la fille à 15 ans et pour le garçon à 18 ans. Au même moment, les pouvoirs actuels prennent l'éducation, l'obligation est gratuite de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Vous voyez, il y a une contradiction. Or, par définition, l'enfant, c'est tout être humain dont l'âge est compris entre 0 et moins de 18 ans. On ne peut pas être enfant et être épouse. Donc notre première action, c'est d'engager quand même l'État à l'harmonisation du cadre juridique national. Mais l'autre chose, c'est de plaider à ce qu'il y ait aussi une budgétisation sensible aux enfants. Aujourd'hui, à la lumière du projet de loi, ou du moins de la loi des finances 2018. C'est encore un projet, c'est pas adopté. Non, la loi des finances 2018. Ah, 2018. Voilà. Oui. Nous avons vu, par exemple, les allocations budgétaires dans les secteurs sociaux de base, par exemple pour la santé, pour l'éducation, ont en tout cas été en régression. Et nous aurions appris que la loi des finances ou le projet de loi des finances 2019 va être aussi drastique. Or, la bienveillance d'un État vis-à-vis de ses enfants, c'est d'abord l'engagement budgétaire. Quel est le niveau de ressources que l'État est prêt à consentir dans les secteurs sociaux de base qui permettent à ce que les enfants puissent s'épanouir. Voilà. Je précise ici que il y a des principes sacro-saints en matière de droits de l'enfant, qui est le principe de l'intérêt supérieur. C'est-à-dire dans toutes les décisions que nous aurons à prendre, en termes législatifs, en termes budgétaires, en termes programmatifs, il faut que nous mettons l'enfant au cœur de ces préoccupations. Mais il y a l'autre principe, c'est le principe de la survie et du développement. Or, pour assurer cette survie et ce développement à l'enfant-là, il faut quand même mettre des moyens pour sa santé, mettre des moyens pour sa sécurité. Et aujourd'hui, à l'épreuve des faits, on se rend compte que la loi des finances 2018 a été une loi, en tout cas, j'allais dire, discriminatoire vis-à-vis des enfants. Donc, pour revenir un peu à ce que nous faisons avec l'État, au-delà donc du rapport que nous avons, ou des rapports que nous avons au niveau des comités, nous travaillons également au niveau déconcentré avec les collectivités, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le Niger est en train d'aller, d'amorcer en tout cas la décentralisation de manière assez poussée, où on pense maintenant à faire ce qu'on appelle le transfert de compétences et de ressources aux collectivités, notamment sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, dans les secteurs sociaux de base en gros. Donc nous travaillons avec les communautés, les communes plutôt, pour les amener à ce qu'on appelle la budgétisation sensible aux enfants. Vraiment dans leur planification, que ces communes-là prennent en compte les droits des enfants, mais en termes d'allocation conséquente de ressources. Voilà. Merci, monsieur le coordinateur. Nous allons poursuivre l'édition. On va revenir à vous à la fin de cette édition pour parler justement, comme vous l'avez évoqué, la situation justement de l'enlèvement de ces 15 jeunes filles, mais au-delà, les 39 jeunes filles et femmes qui ont été enlevées en Galéwa. Nous poursuivons donc le journal et toujours dans le secteur de l'enfance, on va dire, avec cette activité organisée hier par l'UNICEF, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'enfance, en collaboration avec l'African Development University du Niger. L'activité est dénommée 227 Talks, c'est la deuxième édition. Je propose de suivre à cet effet le résumé de cette activité qui a été présidée par l'épouse du chef de l'État, Dr Lalla Malika Youssoufou, avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Zakou. La présente cérémonie marque la deuxième édition du 227 Talks qu'elle reçut pour les enfants et les jeunes du Niger. Cet événement rentre dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants et vise particulièrement à porter un nouveau regard sur la jeunesse nigérienne, d'où ses conseils et appels pour les jeunes. Chers jeunes, si vous croyez que vous pouvez, si vous savez que vous pouvez, faites-le. N'attendez pas que quelqu'un vous donne la permission. Faites un plan, trouvez les moyens. Ce ne sera pas facile, certes. Vous voulez abandonner? Non. Quand les gens rient de vous et vous considèrent comme des fous, ignorez-les. Ils ne savent pas qu'en chacun de vous, il y a le pouvoir de changer le monde. Ayez du courage, ayez de la passion et rêvez grand. À l'endroit des jeunes, je vais leur dire le même appel que la représentante de l'UNICEF a donné dans cette salle. Elle a dit « Rêvez grand et faites-nous rêver ». Donc tant qu'on rêve, on peut arriver au sommet. Mais tant qu'on a assez arrêté de rêver, il faut même s'arrêter de s'appeler jeune. Quel que soit l'âge, si on continue à avoir des rêves dans la vie, je pense qu'on peut toujours changer ce pays. Procédant à l'ouverture de cette cérémonie, la première dame, Dr Lalla Malika Youssoufou,
a souligné l'importance de l'initiative 227 TOLCS pour les jeunes. Je tiens particulièrement à louer cette initiative car elle vise à encourager les jeunes à composer eux-mêmes leur propre histoire. Aujourd'hui, les jeunes vivent dans un monde au potentiel illimité, un monde hyper connecté, plus mobile où les progrès technologiques sont sans précédent. La capacité d'action des adolescents et des jeunes, ainsi que la possibilité de faire entendre leur voix, de participer aux prises de décision qui les concernent, revêtent une importance particulière pour leur bien-être. Lorsque les jeunes sont préparés et disposent des moyens d'agir, ils peuvent exploiter leur énergie, leur potentiel créatif et leur talent pour transformer un contexte incertain en un monde de possibilités et d'opportunités pour eux et pour nous tous. Chers jeunes, aujourd'hui est votre temps. Aujourd'hui est votre tour et aujourd'hui c'est votre avenir. Au cours de cette cérémonie, 4 jeunes influenceurs ont fait part de leur parcours à l'assistance. C'est par un panel qu'a pris fin la cérémonie. La Société nigérienne de nutrition, la SONUNUT, a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire. Une activité donc pour faire le point des activités de cette jeune structure mise en place il n'y a pas longtemps de cela. Le résumé de l'ouverture de cette assemblée générale de la SONUNUT avec nos reporters Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Unis par une passion, un métier, ces femmes et hommes nutritionnistes de formation pour la plupart ont décidé de s'unir à travers une structure dénommée SONUNUTA, Société nigérienne de nutrition, pour apporter du sien à la promotion de la nutrition et le développement des sciences de la nutrition et leur application dans l'amélioration de la situation nutritionnelle et alimentaire pour le bien-être de la population nigérienne. Vous savez, le but, c'est la promotion de la nutrition et le développement des sciences de la nutrition et de l'alimentation. Je ne vais pas revenir sur la situation nutritionnelle du Niger. Le Niger, c'est un pays, si vous regardez les statistiques nutritionnelles, elles sont, je dirais, alarmantes. Alors, ce qui nous a amené en tant que nutritionnistes de nous retrouver, de nous organiser et de voir comment est-ce que nous pouvons apporter notre contribution pour me répéter dans l'amélioration, en tout cas, de la situation nutritionnelle de toute la population du Niger. La nutrition, parce que tout ce qui s'est fait maintenant dans toute la planète, je dirais, c'est pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et vous savez, les objectifs de développement durable ont réservé une place primordiale, importante, capitale pour la nutrition. Sinon, sur les 17 objectifs de développement durable, 12 ont trait à la nutrition. Ce qui fait que si réellement on voulait ce développement durable, il faut accorder une importance particulière à la nutrition. Dans l'agenda et le plan d'action de SONUNUT, il sera organisé une journée de plaidoyer le 8 décembre prochain qui requiert la mobilisation de tous. Conformément aux recommandations internationales et conformément aussi à la vision politique et stratégie nationale qui existe, la Société nigérienne de nutrition envisage d'organiser, Inch'Allah, le 8 décembre 2018, une journée de plaidoyer en faveur de la nutrition. Et ça a coïncidé, vous savez, le 15 de novembre passé, le Niger a adopté sa première politique nationale de sécurité nutritionnelle. Cette politique nationale, elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse et elle demande la mobilisation de tous les acteurs. Parce qu'il y a un élément important qui doit être mis en avant dans le domaine de la nutrition, c'est la multisectorialité. Jeune structure de 2 ans d'existence, la Société nigérienne de nutrition entend persévérer à mener des actions de visibilité dans le domaine de nutrition. Dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier, 15 jeunes filles ont été enlevées pas loin de Toumour, c'est dans la région de Difa, par des éléments supposés membres de la secte islamiste Boko Haram. Elles viennent ainsi s'ajouter aux 39 femmes et enfants enlevés il y a de cela déjà plus de 2 ans par les éléments de la secte Boko Haram au niveau de Ngalewa. Cette situation fait l'objet d'une déclaration des députés de la région de Difa hier en marge de la session de l'Assemblée nationale, à l'occasion donc de la plénière d'hier samedi. Je
vous propose à cet effet de suivre le résumé de cette déclaration des députés de la région de Difa sur la situation des enlèvements dans cette région avec notre reporter Hassan Saleh Mustafa. Boko Haram a une fois de plus secoué plusieurs familles de la région de Difa. En effet, dans la nuit du vendredi au samedi, 15 jeunes filles ont été enlevées dans les villages non loin de la commune de Toumour à l'est de Difa. Le kidnapping a suscité la réaction des députés de la région, tous bords politiques confondus. Ces élus nationaux qui ont condamné le raft demandent aux autorités de renforcer les mesures sécuritaires dans la région. D'abord, une tuerie de 8 personnes, ensuite des enlèvements massifs aux environs de Toumour, de 15 femmes hier nuit. Nous avons donc à cette occasion voulu vous dire le ressenti des députés de la région de Difa. D'abord, nous présentons nos condoléances aux populations de la commune de Toumour. Ensuite, nous demandons au gouvernement, malgré tous les efforts qu'il a déjà engagés, de prendre instamment des mesures pour pouvoir, en ce qui concerne les femmes qui sont enlevées, pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. À moins d'une semaine, c'est pour la deuxième fois que les éléments de Boko Haram mènent leur incursion à Toumour et environ, ce qui amène les députés à taper du poing sur la table et interpeller les autorités. De prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la zone de Toumour, le village de Toumour et ses environs, de les mettre en confiance. Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire dans cette zone afin que les populations ne puissent pas faire un autre mouvement. Si on ne prend pas garde, d'autres événements peuvent survenir. Et si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Et nous demandons au gouvernement de faire diligence pour écouter le cri de cœur, non seulement des élus, des députés de la région de Difa, mais aussi les populations de la région de Difa et en particulier la commune de Toumour qui vit des moments extrêmement difficiles. Cet enlèvement de 15 filles porte désormais à 54 le nombre de personnes enlevées dans la région de Difa par Boko Haram. Un enlèvement qui intervient après plus de 500 jours de détention de 39 femmes et enfants enlevés en Ngalewa le 2 juillet 2017, toujours sans leurs nouvelles. Alors, M. Sidikou, encore 15 autres jeunes filles qui ont été enlevées dans la région de Difa. Elles viennent, comme je le disais, s'ajouter déjà aux 39 femmes et enfants, en majorité des enfants, des jeunes filles surtout, qui ont été enlevées en Ngalewa il y a plus de 500 jours. Alors, cette situation, on va dire, d'enlèvement de jeunes enfants dans la région de Difa et de façon générale même dans le pays, puisque depuis ce matin aussi, on parle de l'enlèvement de 2 jeunes garçons au niveau de Koni. Est-ce que c'est finalement inquiétant cette situation? C'est plus qu'inquiétant à mon avis. Et je pense que, comme vous l'avez si bien rappelé, le 15 novembre 2018, nous avions rappelé au gouvernement, surtout j'allais dire au président de la République, que les 39 femmes et enfants qui ont été enlevés de Ngalewa étaient à leur 500e jour. Alors, nous sommes attristés, mais au-delà, nous sommes choqués. Que ce soit en tout cas les enfants qui payent ce prix. Notre constitution a été claire, c'est à l'État d'assurer la sécurité des populations, c'est à l'État de veiller sur les personnes et sur les biens. Je crois qu'il y a à peine 112 heures, la localité de Toumour a été quand même attaquée, où des concitoyens ont été tués. Je ne comprends pas qu'en l'espace de 72 heures, on puisse également enlever 15, voire 16 jeunes filles dans la même zone. Je pense que c'est très très préoccupant et nous profitons en tout cas de votre micro pour interpeller les pouvoirs publics sur leur responsabilité de sécuriser les populations, mais également sur leur responsabilité de faire en sorte que les 39 femmes et enfants et les 15 qui ont été enlevés
puissent être retrouvés. Je salue en tout cas le courage de ces députés autour de la région de Difa, mais je crois comprendre que les députés nationaux, une fois élus, ils sont des députés de la nation. Nous aurons bien voulu que ce soit l'hémicycle dans son ensemble qui tienne ce point de presse, par solidarité quand même à cette frange de la population qui sont les enfants. Je pense, à mon humble avis, que la situation est plus qu'inquiétante et que nous devrons beaucoup plus faire l'introspection de notre système de défense. Parce qu'aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est effectivement quel est le travail qui est fait par nos FDS. Est-ce que les moyens sont réellement donnés à nos hommes de défense et de sécurité, qui sont quand même des gens braves, qui bravent en tout cas tous les aléas, nous savons. Mais encore une fois de plus, nous pensons que cette situation doit s'arrêter. Mais également, dans le cadre de l'intérêt supérieur des enfants, aucun sacrifice ne doit être de trop. L'État doit accepter d'aller vers ces terroristes-là. En tout cas, nous avons déjà une expérience avec l'enlèvement qui a eu lieu à Arlit avec les agents d'Areva. Et nous avons également des spécialistes qui sont quand même aguerris dans ce genre de tractation. Nous interpellons en tout cas le président de la République, garant de l'unité nationale, mais également chef suprême des armées, à ce qu'il ne ménage aucun effort pour créer les conditions idoines pour que ces enfants-là puissent être dans leur famille. Je rappelle ici que aujourd'hui, cette situation délétère de Difa a porté un coup dur à l'éducation des enfants, a porté un coup dur en tout cas à la cohésion même des familles. Et nous ne pouvons pas continuer à observer cette situation longtemps. Donc, j'en appelle de vive voix, en tout cas aux députés, pour que, au-delà peut-être de la déclaration qui a été faite, que les ministres qui sont concernés puissent faire l'objet d'interpellations devant le Parlement et puissent s'expliquer. Comme je vous l'ai dit, depuis le 15 novembre, ça faisait 500 jours qu'on n'a pas de nouvelles des 39 femmes et enfants de Ngalewa qui ont été enlevés. Cela n'est pas acceptable. Et on aurait bien compris que ces terroristes-là sont prêts à discuter. Or, comme je l'ai dit, l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant est clair. Dans toute décision que les pouvoirs publics doivent prendre, que ces décisions revêtent un caractère législatif, un caractère juridique, un caractère programmatique ou financier, on doit mettre l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, quelle qu'en soit l'enveloppe que cela doit nous coûter, nous devrons aller à cela. Et l'autre chose, c'est que nous devrons faire en sorte que les enfants puissent être sécurisés. Parce que ce qui m'inquiète, comme vous l'avez dit, nous avons appris à travers les réseaux sociaux que 2 jeunes ont été également enlevés à Koni. Je pense que l'heure est grave. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux sur ce genre d'abus. Et c'est l'occasion en tout cas d'appeler la jeunesse, d'appeler en tout cas les parents à se réveiller, non seulement en tant que concitoyens, à ce que nous demandons à l'État des comptes. Nous ne pouvons plus continuer à laisser les choses pourrir de cette manière-là. Parce que je crois savoir que nous avons un État. On nous a beaucoup dit qu'il y a 20% du budget qui est mis dans le secteur de la défense, de la sécurité, mais sur le terrain, nous ne voyons pas en tout cas les résultats de ces 20%-là. Il faut que nous puissions voir de manière claire, véritablement, l'utilisation qui est faite, en tout cas des ressources mises à la disposition de la sécurité. Alors rapidement, vous voulez appeler quoi à une mobilisation, à la création d'un cadre? Qu'est-ce que vous voulez dire Il y a déjà un cadre déjà qui soutient les filles de Ngalewa, mais je voudrais au-delà de ce cadre-là, il faut l'élargir pour que, comme nous sommes déjà dans les 16 jours d'activisme, qu'il y ait vraiment une marche citoyenne pour demander des comptes à nos gouvernants par rapport effectivement à la sécurité dans la région de Difa, mais un peu partout également dans la région par exemple de Tillabéri, mais surtout
faire en sorte que les enfants ne soient plus victimes de ce genre d'abus. Voilà, merci monsieur Sidi Koumoussa. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'ONG EPAD Niger, École Action Parrainage et Développement. Vous êtes également le président de la coalition nigérienne des droits de l'enfant. Merci d'être passé sur ce plateau de la télévision Labari sur ces deux sujets, à savoir donc la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, mais aussi la situation de l'enlèvement des jeunes filles dans la région de Difa. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir et à demain.